On s'est déjà demandé ce qui se cachait dans un simple tas de sable ou de gravier. Eh bien, il y a toute une science là-dessous, un langage caché qui détermine la solidité de tout, de nos maisons à nos ponts. Allez, on va voir ça de plus près. Au cœur de ce langage, on trouve un graphique qui ressemble à ça. À première vue, ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, pour les ingénieurs, c'est un code absolument essentiel. Aujourd'hui, on va le déchiffrer ensemble, pas à pas. Pour comprendre ce graphique, il faut d'abord revenir à la base, à l'étape 0, le tri physique des matériaux. C'est un processus étonnamment simple, mais incroyablement puissant. Tout commence par ce qu'on appelle une analyse granulométrie. C'est simple, on prend un échantillon, on le pèse, puis on le verse dans une pile de tamis, du plus gros trou en haut au plus fin en bas. On secoue le tout très fort et chaque tamis va capturer des grains d'une taille spécifique. Après, il ne reste plus qu'à peser ce qui a été retenu à chaque étage. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Les plus gros cailloux restent coincés en haut, et plus on descend, plus les grains sont fins, jusqu'à la poussière tout en bas. C'est un tri mécanique très visuel qui nous permet de séparer notre échantillon en différentes familles de tailles. Ok, on a notre tas de cailloux bien triés. Maintenant, c'est là que la magie opère. On va transformer ces simples poids en données vraiment parlantes, celles qui vont nous permettre de tracer notre fameuse courbe. Disons qu'on part avec un échantillon de 2000 grammes, soit 2 kg. Après avoir tout secoué, on pèse ce qui est resté sur chaque tamis. Ce tableau nous montre exactement ça, les points individuels. Par exemple, hop, 300 grammes ont été bloqués par le tamis de 5 mm. Voilà, on a nos données brutes. L'étape suivante, c'est de calculer le refus cumulé. Pas de panique, c'est un jeu d'enfant. Pour chaque tamis, on ajoute juste le poids qu'il retient à la somme de tout ce qui était retenu au-dessus. Ça nous dit en gros combien de matière au total est plus grosse que les trous de ce tamis. Ensuite, pour que ce soit plus facile à visualiser, on convertit ces poids cumulés en pourcentage. C'est plus parlant. Par exemple, nos 1200 grammes retenus jusqu'au tamis de 0,63 mm, eh bien, ça représente 60% de nos 2000 grammes du départ. Et là, attention, c'est le point crucial. Ce qui nous intéresse vraiment pour tracer le graphique, c'est de savoir quel pourcentage de matériaux a réussi à traverser chaque tamis. Pour l'obtenir, on fait simplement 100% moins le pourcentage qui a été retenu. C'est cette colonne, le pourcentage passant, qui est la clé de tout. Bon, on a fait toute la cuisine des chiffres. Maintenant, préparez-vous, c'est le moment Eureka, celui où toutes ces données vont se transformer comme par magie en une histoire visuelle super claire. On a donc nos deux colonnes magiques. D'un côté, la taille des trous du tamis, en millimètres, ça, ce sera notre axe horizontal. De l'autre, le fameux pourcentage passant, ça, ce sera notre axe vertical. Chaque ligne du tableau est tout simplement les coordonnées d'un point sur notre futur graphique. Et voilà le travail. On place les points, on les relie, et on obtient cette belle courbe. C'est la courbe granulométrique. C'est un peu comme l'empreinte digitale de notre sable ou de notre gravier. En un seul coup d'œil, un ingénieur sait tout sur la répartition des grains. C'est hyper puissant. Maintenant qu'on sait comment on fabrique une courbe, retournons à notre mystère du début. On va voir ce que les différentes formes de courbes signifient concrètement pour la construction. Allez, on attaque la première courbe, la numéro 1. On voit tout de suite qu'elle est très pentue et complètement collée sur la gauche du graphique, du côté des toutes petites tailles de graines. Cette courbe, c'est la signature d'un sable fin. Quasiment tout le matériau est passé à travers les plus petits tamis. C'est l'ingrédient parfait quand on a besoin d'une texture très lisse, comme pour le mortier qui lie les briques, ou pour les enduits de finition sur un mur. Passons à la courbe numéro 2. On voit tout de suite la différence, non? Elle est beaucoup moins raide, elle dessine une belle forme de S bien étalée, ce qui nous dit qu'il y a une bien meilleure répartition des tailles. Ça, c'est la courbe du sable parfait, celui qu'on appelle bien gradué. Il contient un bon mélange de tout, des grains fins, des moyens, des plus gros. C'est le top pour faire du béton parce que cette variété de taille permet à tous les grains de s'emboîter parfaitement, un peu comme un Tetris. Ça laisse très peu de vide et ça donne un matériau super dense et résistant. La courbe numéro 3, elle, est clairement décalée vers la droite du graphique. Rien qu'en voyant ça, on sait qu'on a affaire à des particules qui sont en moyenne bien plus grosses. C'est la signature d'un sable grossier. Il y a très peu de fines. Ce genre de sable est super utile quand on veut que l'eau puisse passer, par exemple dans les couches de fondation sous une route, ou pour fabriquer des bétons spéciaux qui doivent être drainants. Ok, on a vu les sables, on passe maintenant au poids lourd, les gravillons. Regardons la courbe numéro 4, qui est complètement à droite. Elle est très raide, ce qui veut dire que toutes les tailles sont concentrées dans une fourchette très étroite. Il s'agit d'un gravillon qu'on appelle 5-10. Ça veut dire que quasiment tous les cailloux mesurent entre 5 et 10 mm. C'est le squelette, la colonne vertébrale du béton à haute résistance, celui qu'on utilise pour les choses sérieuses, les poutres, les colonnes des immeubles, les ponts. Et pour finir, la courbe numéro 5. Alors elle est vraiment particulière. Remarquez ce plateau, cette longue section presque horizontale en plein milieu. C'est très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Ce plateau, ça veut dire une chose très simple. Il manque des tailles de grains. Il y a un trou dans la granulométrie. C'est ce qu'on appelle un granulat discontinu. On ne peut absolument pas l'utiliser tout seul, ça laisserait d'énormes vides. Il faut obligatoirement le marier avec le bon sable pour venir combler les manques et créer un béton qui se tient. Alors, la prochaine fois qu'on passera devant un chantier, on ne verra plus un simple tas de cailloux. On verra une recette, une formule soigneusement choisie dont on connaît maintenant le secret. À votre avis, quelle combinaison de courbes sont-ils en train de préparer pour le béton de ce futur bâtiment? La réponse est cachée dans ces lignes.